lâche au même instant et libère une faible quantité de déchets. Une odeur mêlée de merde, de sang et de poudre se répand dans la pièce. Paul ôte sa cagoule. Putain, ça commence à me gratter cette saloperie. Jean-Louis ôte la sienne et regarde le mort. Du sang coule lentement de la blessure de sortie, recouvre l'oreille et la joue et s'accumule sur le sol. Bon allez, on n'a pas encore terminé, dit-il. Retourne ce con, j'installe la caméra. Paul allonge le cadavre sur le dos, en prenant soin de ne pas marcher à l'endroit où la tête reposait et où la moquette est devenue spongieuse. Avec un coin de la couette, il essuie en partie le sang sur le visage. Pendant ce temps, Jean-Louis pose le sac Eastpak au sol et en sort une caméra numérique et un exemplaire de Libération, daté du 19 novembre 2006. Il tend le journal à son complice. Paul place le journal sur la poitrine du mort. Il déplace les mains pour faire en sorte qu'elles agrippent l'objet, comme si le cadavre lui-même tenait le journal, à la manière des otages qu'on voit dans les demandes de rançon. En le voyant faire, Jean-Louis rigole bêtement. Ensuite, Paul s'éloigne du cadavre et vient se placer derrière l'autre tueur. Jean-Louis filme pendant une trentaine de secondes, puis il coupe la caméra. Il remet la caméra et le journal dans le sac. « Je casserais bien une croûte, moi, dit son complice. » À la cuisine, il semble plus décontracté. Il mange des tartines de pâté de campagne et découpe des tranches de saucisson. Ils ont décapsulé des boîtes de bière. Pour la première fois, ils discutent de leur avenir, de ce qu'ils vont faire, du fric qu'ils ont réussi à économiser. Il apparaît au cours de la discussion que Jean-Louis aimerait bien se poser et fonder une famille. Il se verrait bien en Afrique, au Sénégal par exemple. Un petit village dans un coin paumé. Des gens cool qui posent pas trop de questions. Il se verrait bien propriétaire d'une épicerie ou quelque chose comme ça. Bosser un peu pour passer le temps, mais pas trop. Se marier avec une noire et avoir 3 ou 4 gosses. Paul, lui, sait déjà ce qu'il va faire. Tout est planifié, et la petite famille est d'accord. Un pays chaud comme le Portugal ou l'Italie, une grande baraque et la belle vie, ne plus rien faire du tout. Une boniche qui s'occupe de tout, la plage, une école privée pour les gosses et le farniente. Claquer son pognon dans les magasins, les belles fringues, les bons restos, il vogue la galère. Après avoir parlé et mangé, il quitte la maison. Dehors, c'est toujours aussi glacial. La laguna démarre avec difficulté, mais enfin elle démarre. Le chauffage ne tarde pas à chasser la buée intérieure. Pour la buée extérieure, le dégivrage électrique fait le nécessaire. Les deux tueurs ont ôté leurs blousons, leurs gants et leurs cagoules. Ils roulent en silence. Jean-Louis est concentré sur la conduite. Paul somnole. Vers 4 heures du matin, son portable sonne. Il décroche et répond d'une voix pâteuse. Son interlocuteur demande si c'est fait. « C'est fait, dit-il. Vous recevrez le film d'ici 2 ou 3 jours. » Il raccroche. 30 minutes après, ils arrivent à Bruxelles. Le 2 mars 2006. Un corps décomposé par un séjour d'1 semaine dans l'eau et remonté par des policiers qui draguaient la Garonne pour un autre motif. Le 3 mars. Le médecin légiste déclare que la cause probable du décès est une surdose d'héroïne. Le 5 mars. L'identité judiciaire de Bordeaux détermine que le cadavre est celui d'Aurore Pelletier, en fugue depuis le 15 septembre 2005 et recherché pour homicide.
L'enquête est conclue le 6 mars. Elle ne permet pas de savoir si la noyade est accidentelle ou criminelle, ni de déterminer si Aurore Pelletier était vivante ou morte lorsqu'elle est tombée dans la Garonne. Aucune procédure supplémentaire n'est envisagée. Le corps est rendu à la famille. Le 10 mars 2006, à 14 h, Aurore Pelletier est inhumée au cimetière de Mazolles dans l'Hérault, en présence de 2 employés municipaux et de ses parents. Il n'y a personne d'autre. Ils n'ont pas passé d'annonce sous la rubrique nécrologique du journal local. Il n'y a pas eu de messe. Au cours de la cérémonie, ils ne pleurent pas. Ils manifestent davantage d'amertume que de tristesse. Le soleil cogne dur. Le soir, le présentateur des informations régionales de France 3 parlera d'un record de température avec 31 degrés. Le 16 juin, à 19 h, Cynthia Pelletier constate que son mari est mort d'une crise cardiaque, tandis qu'il effectuait des travaux de plomberie dans la cuisine. Il est affalé dans une posture grotesque. Des outils sont dispersés tout autour de lui. Son visage exprime une souffrance intense. Passé un moment d'hébétude, Cynthia monte les escaliers qui mènent à la chambre. Elle jette un regard inexpressif au téléphone. Elle prend le couvre-lit en laine. Elle redescend et s'en sert pour dissimuler grossièrement le cadavre. Elle décide ensuite de se doucher. À 20 h, sa douche est terminée. Elle remonte enfiler une robe de chambre et descend s'installer sur le canapé. Elle y reste plusieurs heures, au cours desquelles son visage traduit tour à tour l'accablement, l'inquiétude ou l'hésitation. Il parvient à sa conscience vers 22 h que le téléviseur est resté allumé. Elle tend le bras vers la télécommande posée sur la table basse, mais se ravise. Elle regarde la télé pendant un moment. Elle zappe d'une chaîne à l'autre. Elle a les yeux dans le vague. Un peu après 1 h du matin, elle se pend dans la chambre parce que c'est la seule pièce traversée par une poutre. Elle a 52 ans, son mari 54. C'est Marthe Villasec qui découvre les corps le surlendemain. Marthe est la voisine des Pelletier et une amie de longue date de Cynthia. Après plusieurs coups frappés à la porte, et après avoir constaté que la voiture d'Henri était garée dans le jardin, elle décide d'utiliser le jeu de clés que Cynthia lui avait remis quelques mois auparavant au cas où. Passé l'état de choc consécutif au spectacle de la cuisine envahie de moucherons, elle se précipite au premier pour téléphoner à la police. Lorsqu'elle voit le corps pendu et également envahi de moucherons de Cynthia, ses jambes sont coupées. Elle s'effondre dans son élan et se foule la cheville. D'une voix altérée par la douleur, elle prévient la police. Quelques jours plus tard, elle écrira à Arnaud Pelletier. Les journées se passent dans le commun. Je prends un bang au réveil pour tenir et je vais à l'école. Je ne parle pas à grand monde. Je suis à moitié endormi au cours. Les profs ne savent pas quoi foutre de moi. Ils voient bien que quelque chose ne va pas, mais ils ne font rien pour savoir quoi. De toute façon, je ne leur en parlerai jamais. Et de toute façon, je ne les intéresse pas, je ne fous rien, et je ne les fais pas chier, et eux ne me font pas chier non plus. Ils en ont assez à faire avec les fouteurs de merde et les bons élèves. Moi je suis invisible. Ils me laissent dans mon coin. Et les élèves c'est pareil, je ne suis pas invité aux fêtes, je ne vais nulle part. Un jour, il y en a un qui m'a dit que j'étais belle, mais que j'avais l'air de tout le temps faire la gueule ou d'être défoncé et que c'était dommage. Je lui ai foutu un pain. C'est la seule fois où j'ai eu des ennuis. J'ai été convoqué par le directeur, il m'a fait la leçon et puis ça s'est tassé. Des fois, je vois des types du lycée, on se défonce ensemble, on picole aussi. Je sors quand je veux, je fais ce que je veux. Ma mère et mon père ne sont pas d'accord là-dessus, mais c'est mon père qui a le dernier mot. Elle voudrait me serrer la vis, elle aimerait que je bosse. Et lui, il est partisan de me laisser faire ce que je veux comme je veux. Quand je sors, il la joue complice avec moi. Il me fait des clins d'œil, il fait semblant d'être mon pote. Je le hais dans ces moments-là. Le reste du temps, je n'y pense pas.
Il est là, mais je n'y pense pas. Mais dans ces moments-là, je le hais. C'est détestable d'être obligé de rentrer dans son jeu. Mais